Bientôt 15h, bienvenue dans l'après-midi info. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Bienvenue à tous. Bonjour à tous et bonjour. Bonjour Fanny. Elle a une cet après-midi la guerre en Ukraine. Et cette déclaration de Vladimir Poutine il y a quelques minutes maintenant, je veux une paix durable, assure-t-il. Pour autant, la Russie ne semble pas du tout inquiétée par l'ultimatum de Donald Trump. Selon nos confrères de l'AFP, Moscou a lancé près de 6300 drones le mois dernier sur l'Ukraine, du jamais vu depuis le début de la guerre. Face à l'urgence absolue, la France a largué 40 tonnes d'aide humanitaire sur la bande de Gaza, annonce d'Emmanuel Macron ce midi. Le chef de l'État français qui demande à Israël d'ouvrir un plein accès humanitaire routier pour répondre au risque de famine. L'enquête progresse autour de cette assistante d'école maternelle incarcérée hier dans l'Hérault. Selon nos informations, une quinzaine d'enfants sont susceptibles d'avoir été abusés. La suspecte de 59 ans nie les faits et dénonce un complot. Nos dernières informations avec Boris Karlamov dans un instant. Et puis c'est le début d'un nouveau week-end de départ en vacances. C'est rouge aujourd'hui dans le sens des départs, ce sera même noir demain. Et les Français cherchent par tous les moyens à limiter les frais, que ce soit sur l'autoroute ou en gare. On sera avec des vacanciers dans un instant. Vladimir Poutine souhaite donc une paix durable. C'est ce qu'il a annoncé en marge d'une rencontre tout à l'heure avec son allié biélorusse Alexandre Loukachenko. Pour autant, il assure que les conditions russes pour la paix restent inchangées. Il veut toujours l'annexion de 5 régions ukrainiennes. On en parle avec vous, général Jérôme Pellistrandi, consultant défense de BFM TV. Comment interpréter cette déclaration de Vladimir Poutine ? C'est bien ça toute la problématique. Qu'est-ce qu'il met derrière paix durable, en disant d'abord qu'il veut donc la confirmation de l'annexion de 5 régions, donc confisquer des territoires qui sont sous souveraineté ukrainienne, donc c'est quasiment impossible à accepter du côté ukrainien. En fait, quand il parle de paix durable, il veut la soumission de l'Ukraine à donc ses objectifs politiques. Donc maintenant, il va falloir voir dans les jours qui viennent comment Poutine va se positionner par rapport à l'ultimatum de Trump et qu'est-ce qu'il y a derrière, sachant que Donald Trump a dit que son envoyé spécial, Steve Witkoff, qui normalement aujourd'hui est à Gaza, en Israël, devrait se rendre à Moscou. Alors, quelle va être la teneur des discussions entre Witkoff et Vladimir Poutine ? Là encore, point d'interrogation. Est-ce qu'il va faire des concessions en quelque sorte ? Donc là, vraiment, on ne sait pas très bien, honnêtement, où on va. Ça, c'est en ce qui concerne les pressions américaines, donc de cet ultimatum réduit, de ces sanctions qui vont être renforcées. Ce sont les dernières menaces de Vladimir Poutine, de Donald Trump. Mais côté ukrainien également, Volodymyr Zelensky, hier, a déclaré qu'il souhaitait un changement de régime. Il a lancé cet appel. Est-ce que toutes ces pressions sont de nature justement à faire fléchir petit à petit Vladimir Poutine ? Non. Alors, en tout cas, la déclaration de Volodymyr Zelensky appelant un changement de régime, c'est juste, en quelque sorte, la réplique à Vladimir Poutine qui considère que, dans la mesure où il n'y a pas eu d'élection présidentielle en 2024, Zelensky ne serait plus légitime en tant que président de l'Ukraine. Et il ne faut pas oublier que dans les exigences de Vladimir Poutine, il y a changement de régime à Kiev. Bon, mais il est sûr quand même que c'est pas tellement les pressions de l'Ukraine qui vont faire plier Poutine, c'est plus ce que vont faire les États-Unis. Mais là encore, est-ce que les sanctions économiques pourraient suffire ? Il reste 7 jours avant la fin de l'ultimatum lancé par Donald Trump. Voilà. Est-ce que ça va changer quelque chose ? On n'a pas l'impression. On n'en sait trop rien, parce que quelle va être la nature des sanctions ? Si c'est pour sanctionner la Chine, alors que, en fait, on voit bien qu'il y a des discussions de très haut niveau entre la Chine et les États-Unis sur les droits de douane. Donc c'est un jeu d'échecs très complexe. Une chose est sûre, c'est que Vladimir Poutine, lui, n'a absolument pas changé dans ses objectifs. Quand il parle de paix durable, il veut la soumission de l'Ukraine. Merci, Général Pellistrandi. Une chose est sûre, c'est que jamais depuis le début de cette guerre, la Russie n'avait lancé autant de drones d'attaque sur l'Ukraine que durant ce mois de juillet. C'est ce qu'assurent en tout cas nos confrères de l'agence France-Presse. Près de 6300 drones qui ont visé l'Ukraine au total. Oui, la preuve que le Kremlin n'est pas du tout intimidé par l'ultimatum de Donald Trump. Et d'ailleurs, sur le terrain, les combats n'ont pas cessé. L'armée russe a même accéléré sa progression en Ukraine pour le 4e mois d'affilée. Pierre Desmith. C'est sur le sol européen, en Écosse et en compagnie de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, que Donald Trump a fait part de son exaspération vis-à-vis du Kremlin.
Mi-juillet, j'ai déjà donné 50 jours en voulant être généreux. Mais nous ne voyons aucun progrès. Je vais mettre un délai de 10 ou 12 jours à partir d'aujourd'hui. Ce vendredi, il ne reste plus que 7 jours avant l'expiration de l'ultimatum lancé par le président américain. Une semaine pour cesser les hostilités sur le front, comme dans la localité de Chassiviar, où les combats sont ininterrompus depuis près de 15 mois. Donald Trump devient de plus en plus réaliste. Il a compris que Poutine voulait continuer sa guerre et que maintenant, avec des centaines de drones et des dizaines de missiles, en effet, il bombardait les objectifs civils, notamment des villes, bien sûr, et la capitale, Kiev, que par conséquent, il voulait faire céder l'Ukraine. Mais alors, Volodymyr Zelensky manque-t-il de moyens pour gagner la guerre? C'est en tout cas l'avis d'une partie des observateurs. Selon eux, les Occidentaux s'engagent trop faiblement dans la protection de la souveraineté ukrainienne. Pour mettre en œuvre une no-fly zone au-dessus de l'Ukraine, il faut une volonté derrière, politique et militaire, de dire on va engager la vie de nos pilotes, peut-être, pour abattre des missiles ou des drones russes au-dessus de l'Ukraine. Mais pour l'instant, et depuis le début, même avec l'époque de Joe Biden, ça n'a pas été la politique et la stratégie qui a été prise. Les efforts diplomatiques entre les deux pays en guerre semblent aujourd'hui au point mort. D'après les dernières estimations des services occidentaux, 1 million de soldats russes seraient hors de combat, contre 400 000 du côté ukrainien. On va retrouver Alexander Kerry depuis Kiev. Alexander, on vient de le voir, la guerre est loin d'être finie. D'ailleurs, le bilan des frappes russes hier sur la capitale a été revu à la hausse ce matin. 31 personnes, dont 5 enfants, ont été tuées. 159 Ukrainiens ont également été blessés. Oui, en effet, les recherches continuent pour bien retrouver des corps, puisque à ce stade-là, ce serait comme compliqué de retrouver des survivants. Mais oui, le bilan s'alourdit de jour en jour. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour les habitants de ces immeubles résidentiels, Alors, on a perdu la connexion avec Alexander Kerry. On va évidemment continuer d'en parler avec vous, Général Pellistrandi, de ce bilan lourd, l'un des plus lourds depuis ces 3 dernières années de guerre sur la capitale de Kiev. On le disait, au moins 31 morts pour le moment, dont des enfants, 5 selon le dernier décompte. Et donc de très nombreux blessés, 159 blessés. Bon, il faut bien voir que, en fait, depuis plusieurs mois, les bombardements russes n'ont pas cessé d'augmenter. Et c'est ça ce qui est absolument dramatique, c'est que de toute façon, même en envoyant davantage de batteries patriotes ou de systèmes contre les drones... Ce que va faire notamment l'Allemagne. Oui, mais de toute façon, les Russes saturent en quelque sorte l'espace aérien et donc il y aura toujours, hélas, des frappes qui feront de nombreuses victimes. Il faut bien considérer, par exemple, qu'au mois de juin, le nombre de victimes civiles a été le plus élevé depuis plus d'1 an. Et donc, la population civile est directement touchée par ces frappes meurtrières. Alexander Kerry, on vous a retrouvé, la connexion est rétablie avec vous. On le disait, donc, cette frappe, l'une des plus meurtrières sur la capitale. Oui, comme je le disais, le bilan continue de s'alourdir. En plus, c'est ce qu'il faut comprendre, donc, comme vous le disiez, donc 31 morts, 5 enfants, 160 blessés. Aujourd'hui, il y a quand même peu de chances qu'on retrouve des survivants sous les décombres. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans ce quartier de Sviatochina, notamment, où on a vu les images assez terrifiantes de cet immeuble complètement détruit, complètement éventré, eh bien, c'est un quartier plutôt défavorisé, où en tout cas, les gens n'ont pas nécessairement énormément d'argent. Et pour eux, c'est souvent la double peine. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi souvent de familles qui ont fui la guerre à l'Est et qui se retrouvent aujourd'hui, dorénavant, sans logement. Donc, c'est encore une fois, ça inflige aussi une double peine à ces populations. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ces immeubles ont été visés par des missiles dont les charges explosives font 450 kilos. Donc, ça, c'est des missiles de croisière. Sachant que dorénavant, les nouveaux modèles de Shahed, donc les drones kamikazes russes, peuvent dorénavant porter 90 kg de charge explosive. Avec la saturation de l'espace aérien de ce genre de drone, effectivement, ça devient de plus en plus compliqué pour les Ukrainiens d'arrêter ce genre de frappe. Aujourd'hui, l'Ukraine pourrait recevoir de la part de l'Allemagne 2 systèmes Patriot, mais ces systèmes Patriot, ça coûte beaucoup trop cher, un système ou un missile Patriot, de lancer un missile pour abattre seulement un drone kamikaze qui coûte à peine quelques 20 à une centaine de milliers de dollars. Merci beaucoup Alexander Kerry depuis Kiev pour BFM TV. 40 tonnes. Voici le nombre de vivres humanitaires que la France vient de larguer au-dessus de la bande de Gaza. 4 survols ont été opérés par l'armée française. Et un seul avion a été utilisé pour cette opération selon le chef d'état-major des armées. Il a décollé depuis la Jordanie qui co-organise ce pont humanitaire. Une aide essentielle selon le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Noël Barrot.
Dans la première quinzaine de juillet, ce sont pas moins de 5000 enfants de moins de 5 ans qui ont été admis pour soins en raison de malnutrition aiguë. C'est 63 enfants qui ont perdu la vie du fait de la malnutrition et de la famine à Gaza au mois de juillet. Il faut donc inonder la bande de Gaza d'eau, de nourriture, de médicaments. Il n'y a plus une minute à perdre. Réaction dans la foulée du chef de l'État sur X. Emmanuel Macron assure que cette opération a été menée face à l'urgence absolue de la situation à Gaza. Il remercie également les partenaires étrangers de la France ainsi que les militaires français. On vous retrouve Stéphane Amar en direct de Jérusalem pour BFM TV. Stéphane, le chef de l'État français Emmanuel Macron a assuré que ces largages ne suffisaient pas et il demande à Israël d'ouvrir un plein accès, je cite, humanitaire face au risque de famine. Oui, absolument. Israël est sous pression internationale depuis maintenant plusieurs semaines. Et ces derniers jours, eh bien, le chef du gouvernement, Benjamin Netanyahou, a assoupli sa position. Il y a de plus en plus de camions qui peuvent entrer dans la bande de Gaza. Il y a des voies qui ont été sécurisées, car souvent, eh bien, les ONG expliquaient qu'elles ne pouvaient pas venir s'approvisionner aux alentours, dans les bases, aux alentours de la bande de Gaza. La nourriture s'y accumulait. Pour des raisons de sécurité, ce problème devrait être en passe d'être réglé. Actuellement, au moment où je vous parle, le spécial de Donald Trump est à Gaza. Il a déjà communiqué sur la situation humanitaire. Il affirme que la fondation pour Gaza, qui a été créée tout spécialement par les Américains avec le soutien d'Israël, eh bien, fait un boulot, a-t-il dit, remarquable. Je reprends ses propres termes. Il affirme que eh bien, c'est le Hamas qui s'oppose à la distribution de cette fondation par la violence, parce que cette fondation contourne le Hamas et qu'elle empêche le Hamas de s'accaparer l'aide humanitaire, et que cette fondation donc continuera à fonctionner, contrairement aux souhaits de la diplomatie française qui, elle, Stéphane Amar, depuis Jérusalem, un léger problème de liaison, on vous retrouvera tout à l'heure. On continue de parler de ces largages humanitaires effectués par la France tout à l'heure avec vous. Aymeric Eluin, vous êtes chargé de plaidoyer armes et conflits chez Amnesty International France. Qu'est-ce que vous pensez de ces largages humanitaires? Est-ce que c'est une bonne solution pour répondre à cette famine qui progresse à Gaza? Alors, je vais d'abord vous dire que oui, c'est une première étape, mais c'est complètement insuffisant en fait. Aujourd'hui, selon les Nations Unies, pour subvenir aux besoins vitaux essentiels de la population à Gaza, il faudrait approvisionner Gaza avec 62 000 tonnes d'aide alimentaire par mois. Donc on voit bien que les largages aériens aujourd'hui qui sont réalisés, s'ils sont une première étape, parce que tout d'un coup Israël, sous la pression internationale, desserre les taux, il n'en reste pas moins insuffisant. Ces largages humanitaires ne remplaceront jamais un approvisionnement massif par voie terrestre d'aide humanitaire. Il faut absolument que Israël aujourd'hui lève le blocus illégal qui est imposé sur la bande de Gaza. En attendant justement cette levée de blocus, que faire? Comment aller au plus urgent pour aider cette population? Le plus urgent, ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que cette situation n'arrive pas du jour au lendemain. Ça fait près de 22 mois aujourd'hui qu'on est confronté à un conflit où l'aide humanitaire, les biens de première nécessité sont bloqués aux frontières de Gaza. Avant que Israël ne rompe le cessez-le-feu unilatéralement en mars, il y avait 400 points de distribution alimentaire. Aujourd'hui, il y en a 4. 4 points de distribution alimentaire qui sont militarisés par ailleurs. Ce matin, les Nations Unies ont indiqué que 1400 personnes environ étaient décédées en allant chercher cette aide alimentaire. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est maintenir une pression. Aujourd'hui, on voit le langage de la diplomatie française se renforce. Mais au-delà des constats posés par la diplomatie, qui sont tout à fait les bienvenus, notamment la dénonciation de cette aide humanitaire et militarisée mise en place par Israël, il faut maintenir une pression pour que Israël lève le blocus intégralement. C'est la seule solution. Le largage humanitaire pour subvenir aux besoins de 2 millions de personnes sur la bande de Gaza ne sera jamais suffisant pour remplir tous les objectifs alimentaires, de santé, de reconstruction. Vous restez avec nous, Aymeric Eluin. Je voudrais un mot parler de ce largage humanitaire avec vous aussi, général Jérôme Pellistrandi. On sait que ces largages humanitaires effectués par avion
peuvent être dangereux. Il y avait eu des morts en mars 2024. Oui, la difficulté, en fait, c'est que autant on a une capacité de largage très précis. Les techniques de parachutage de ces charges font que on sait pratiquement au mètre près où est-ce que ça va tomber. La difficulté, c'est au sol, c'est-à-dire que quand il y a ces largages, eh bien, le risque, c'est que, et on voit dans les images, beaucoup d'hommes se précipitent vers ces colis qui tombent entre guillemets du ciel. Et la problématique aussi, c'est que comment va se faire la répartition une fois arrivé au sol. C'est-à-dire que donc c'est chacun pour soi dans ce genre de cas. Le risque, c'est que c'est chacun pour soi. Alors sauf s'il y a un minimum d'éléments de coordination au sol. L'intérêt, il est dans la pression que cela met sur Israël. Les 40 tonnes ne suffisent pas, bien sûr, à remplir les estomacs des Gazaouis, mais ça participe à cette pression, sachant qu'il y a eu d'autres largages par d'autres pays partenaires. Je pense à l'Angleterre, bien sûr, la Jordanie qui est partie prenante, mais c'est vrai que cela ne suffira pas. Aymeric Elouin, on aimerait également vous poser cette autre question avec cette situation à présent donc dans la bande de Gaza. Vous qui en prenez connaissance, quelle est-elle à l'heure actuelle ? Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Pardon, j'ai pas entendu. Quelle est la situation humanitaire à l'heure où on se parle à Gaza ? Ah oui, pardon. Elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Aujourd'hui, à Gaza, on parle de famine. Il y a quelques jours, avec 100 autres ONG, nous avons alerté la communauté internationale en parlant de famine de masse. Les cas de malnutrition ne cessent d'exploser. Les cas de maladies liées à la malnutrition ne cessent également d'exploser. Des enfants sont morts de malnutrition. Aujourd'hui, les personnes les plus vulnérables, qui sont les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants, les personnes âgées, les personnes ayant des maladies récurrentes, notamment des cancers, des diabètes. Toutes ces personnes-là sont en danger de mort. Aujourd'hui, on parle également aussi beaucoup d'alimentation, mais l'alimentation sans l'eau n'est rien. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en état de déshydratation. Vous avez des personnes qui, dans la rue, en marchant, en faisant des efforts, mettent leur vie en danger parce qu'ils n'ont plus rien à boire, il n'y a plus d'eau potable. Donc, je crois que l'insécurité alimentaire à laquelle on est confronté et qui relève d'une famine est par ailleurs voulue. C'est ça aussi qui est consternant, c'est que dans cette catastrophe humanitaire, on n'assiste pas à un événement naturel. C'est un événement artificiel qui est lié à la volonté de l'État d'Israël de ne pas nourrir et permettre à la population gazaouite de subvenir à ses besoins. Rappelons que toute la partie agricole, parce que Gaza est riche de terres agricoles, il faut le savoir. Donc dans la partie est de la bande de Gaza, les terres agricoles les plus riches ont été systématiquement détruites et labourées. Donc, même les Gazaouis n'ont pas accès à ce qu'ils avaient accès au départ, qui étaient des cultures de légumes et qui leur permettaient de vivre. Aujourd'hui, même ça n'existe plus. Ils dépendent de cette aide humanitaire qui contribue à les déshumaniser. Rendez-vous compte, on largue des palettes d'une tonne, on ne sait pas où elles vont tomber. Alors oui, il y a des largages de précision de 50 à 100 mètres, mais on ne peut jamais écarter le risque de zéro mort. Il peut y avoir des morts, il peut y avoir des blessés, et dans le chaos en plus indescriptible lié au largage de cette aide humanitaire, évidemment, les plus vulnérables vont peut-être souffrir de l'absence d'accès à cette aide humanitaire, parce que seuls les plus forts vont y avoir accès. Merci beaucoup, Aymeric Elouin, pour vos précisions et ce message que vous demandez, tout comme Emmanuel Macron d'ailleurs, de laisser passer l'aide humanitaire, notamment par voie terrestre dans Gaza, pour pouvoir contrer et limiter un petit peu cette famine qui progresse dans la bande de Gaza. Ce ne sont plus 9, mais une quinzaine d'enfants qui sont susceptibles d'avoir été abusés sexuellement dans l'Hérault. La suspecte est une ATSEM, une assistante spécialisée à des écoles maternelles. Boris Karlamov, vous êtes avec nous, journaliste police-justice de BFM TV. Les faits se seraient produits dans les toilettes ou lors des siestes des enfants dans cette école. Absolument, vous le savez, cette assistante d'école maternelle, elle a été mise en examen pour viol aggravé et agression sexuelle aggravée sur 9 enfants âgés de 3 à 4 ans. Le service police-justice de BFM TV apprend aujourd'hui qu'il y aurait au moins une quinzaine d'enfants susceptibles d'avoir été abusés sexuellement. Pourquoi au moins une quinzaine ? Parce qu'il y a actuellement 9 enfants qui font l'objet d'examens de la part des services de gendarmerie et des différents experts qui interviennent dans ce dossier pour voir si eux aussi ont été abusés sexuellement par cette même personne. Les faits, ils sont susceptibles donc de s'être déroulés à la fois au moment des siestes dans cette école maternelle, mais également dans les toilettes de l'école. Les gendarmes
s'attache à contacter aujourd'hui l'ensemble des familles des 29 enfants scolarisés en petite section. Mais il y a une difficulté, c'est que ce sont les vacances scolaires et que forcément les gendarmes auront un peu du mal à contacter tous ces parents d'élèves. Il y a une première famille qui a déposé plainte, c'était le 2 juillet dernier. Une seconde famille a déposé plainte le lendemain, le 3 juillet dernier. Il y a donc à ce stade 2 plaintes déposées dans cette affaire. Alors Boris, il y a la principale suspecte qui nie les faits pour le moment. Qui nie les faits, qui a été placée en garde à vue à 2 reprises. La première garde à vue intervient le 4 juillet dernier. Elle est placée en garde à vue pour seulement quelques heures. La garde à vue est levée le soir même. En parallèle de cela, l'enquête elle se poursuit en toute discrétion. Voilà ce que me confiait tout à l'heure une source proche du dossier. Deuxième garde à vue qui intervient donc le 28 juillet. Et là, elle sera déférée à l'issue de cette garde à vue. Et lors de ces 2 gardes à vue, eh bien, elle nie toute implication et elle dénonce même un complot de la mairie organisé contre elle sans pour autant donner davantage de précisions. Merci Boris Karlamov pour toutes ces précisions. Tout de suite, le Trafic Info. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Et c'est un nouveau week-end de chasse et croisée pour ces vacances estivales en France. La circulation va être très complexe aujourd'hui. Dès aujourd'hui, c'est rouge dans le nord-ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes, orange partout ailleurs. Et demain, ce sera l'une des pires journées de l'été. Ce sera noir partout en France dans le sens des départs, orange dans le sens des retours, même rouge dans l'extrême sud-est. Et qui dit départ en vacances dit également dépenses. On va retrouver Théo Bassilana. Vous êtes sur l'autoroute A6 au niveau de l'aire d'autoroute de Corbeil-Essonnes. Théo, les automobilistes ont chacun leur petite technique pour faire quelques économies, notamment sur le prix du carburant. Exactement, on a rencontré plusieurs vacanciers ici qui ont chacun plusieurs astuces pour pas que le budget explose pendant le trajet pour arriver jusqu'au lieu des vacances. C'est le cas, on va les rejoindre d'Anthony et Émilie. Merci d'être avec nous. Vous en plus, vous avez des enfants. Expliquez-nous déjà au niveau de la voiture, quelles précautions vous prenez pour pas que la facture augmente trop. À niveau de la précaution, c'est surtout gonfler les pneus, parce que ça c'est important, de ne pas avoir de soucis sur la route. Ensuite, l'essence qu'on fait avant, plutôt que sur les aires d'autoroute, c'est moins cher. Ensuite, voir tous les niveaux, en fait, essuie-glace, les huiles, tout ce qui s'ensuit. Pour pas avoir de mauvaises surprises. Il faut savoir que 3 Français sur 4 en plus roulent avec des pneus mal gonflés et ça peut coûter en termes de carburant. On le voit, vous avez 3 enfants et vous avez quand même préparé plusieurs réserves en amont pour pas acheter sur une aire d'autoroute. Expliquez-nous. Alors il vaut mieux, effectivement, avec 3 enfants ça commence à chiffrer. Le tout c'est de prévoir un pique-nique pour tout le monde, au goût de tout le monde, avec les goûters qui vont bien, les petits chocolats même si ça fond, pour que tout le monde soit content et surtout prévoir de l'eau. Parce que la dernière question que je vais vous poser, c'est, on est d'accord, le but c'est que le budget ne soit pas explosé avant même que les vacances débutent. Expliquez-nous. C'est ça, c'est de réserver le budget pour des activités pendant les vacances et pas sur le trajet. Merci beaucoup à vous 5 pour votre présence. Voilà, une technique qui marche très très bien. Il faut savoir, on a fait le comparatif, un sandwich triangle acheté en supermarché ou sur une aire d'autoroute. Eh bien, sachez qu'ici, il coûtera jusqu'à 3 fois plus cher. Merci pour cette information. Il faudra faire attention au budget, en effet. Théo Bassilana avec Laura Champion sur la 6 au niveau de Corbeil-Essonnes. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Tout de suite la chronique éco. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. Votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. C'est un coup dur pour tous les épargnants français. Le taux du livret A baisse dès aujourd'hui. Il passe de 2,4 à seulement 1,7%. Et c'est notamment lié à l'inflation qui baisse forcément pour les 83% de Français qui bénéficient de ce livret A. On n'est pas très content, on cherche des alternatives. Reportage de Carla Plon et Théo Touché. Livret, épargne, pour David, tout ça est de moins en moins avantageux. Ça ne sert pas à grand chose en fait que de se dire qu'il y a une rémunération qui en fait malheureusement ne suit même pas le cours de la vie plus chère aujourd'hui. Et pour Jules, c'est de plus en plus difficile de ne pas s'y perdre. On n'est pas trop informé, combien on prend chaque année, est-ce que ça augmente, est-ce que ça stagne, on ne sait pas en fait. Alors, récapitulons. Le taux du livret A passe de 2,4 à 1,7%. Imaginons que vous y déposiez 7 000 €. Rapide calcul. Eh bien, on va gagner quasiment 50 € d'intérêt. Donc, c'est quand même une somme qui n'est pas négligeable. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un manque à gagner quand même par rapport au taux précédent qui va être évalué à peu près une vingtaine d'euros.
Avec l'inflation, le gain réel est donc très faible, à peine 0,7%. Alors le livret A reste un matelas de sécurité pour un imprévu ou pour des vacances, mais pour quelques-uns, ce n'est pas assez. Je n'ai plus de livret A parce que pas assez de rendement. Alors vers quoi vous tournez si le livret A ne vous intéresse plus ? Si votre revenu fiscal ne dépasse pas 22 823 €, vous pouvez ouvrir un livret d'épargne populaire. Même si son taux baisse aussi, il reste plus intéressant, mais un peu moins connu. Donc il y a environ 7 millions de personnes qui pourraient ouvrir un livret d'épargne populaire, qui ne font pas le geste de le faire, qui ne font pas la démarche, ou bien qui l'ont fait, qui ont dû le fermer, qui ne veulent pas le rouvrir. Pour des placements de long terme comme votre retraite, privilégiez plutôt une assurance vie en fonds en euros. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. C'était votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. Ce cri du cœur, il faut sauver nos châteaux, notamment les châteaux de la Loire. Voici le cri lancé par Stéphane Bern, l'animateur en charge notamment de cette fameuse mission patrimoine. Oui, c'est ce qu'il a déclaré ce matin sur notre antenne. On va essayer de comprendre pourquoi les édifices, les sublimes châteaux de la vallée de la Loire sont en danger. Reportage Agathe Albouy et les équipes de BFM TV. Sous ces airs de monuments parfaitement conservés, le château d'Azay-le-Rideau, ce joyau de la Renaissance, est en réalité en danger. Plusieurs fois déjà, ses fondations ont menacé de s'effondrer. En cause, la prolifération de ces algues invasives. La plupart des algues, c'est de la myrinophylle. C'est une algue qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça et qui a tendance à proliférer dès qu'il fait un peu chaud. À cause des conditions climatiques actuelles, les jardiniers du domaine interviennent dans le bassin toutes les semaines, contre une fois par mois d'ordinaire, et sont contraints de repenser les jardins. On est face à des défis liés à l'arrosage, à la sauvegarde de certaines variétés qui ne supportent plus les grosses chaleurs, qui ne sont pas faites pour cela. Autre bâtisse historique exposée aux conséquences du dérèglement climatique, le château de Chenonceau, où là non plus, les fondations immergées dans la rivière du Cher ne sont pas en bon état et commencent à s'affaisser. Le glissement que l'on a commencé à observer représentait un volume de pratiquement 9000 tonnes de matériaux qui risquaient de tomber sur les habitations en contrebas. Nous avons pu faire le rapprochement sans équivoque entre ces fortes pluviométries et le début du phénomène de glissement. Le coût d'une restauration complète du domaine privé de Chenonceau est estimé à 10 millions d'euros. Comme lui, tous les châteaux de la Loire, passages incontournables pour les touristes du monde entier, sont menacés par les effets du dérèglement climatique. Restez bien avec nous dans un instant, nous reviendrons sur cette enquête dans l'Hérault qui concerne cette ATSEM d'une école maternelle. Selon nos informations, ce serait peut-être 15 enfants qui auraient été abusés par cette femme de 59 ans. Elle nie les faits et dénonce de son côté un complot. A tout de suite. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Sur la côte landaise, on guette le retour de l'anticyclone en ce moment. Il est au large. Pour l'instant, on surveille également les phylasies, ces fameuses méduses urticantes qui longent encore la côte aquitaine. C'est tout de même le retour des éclaircies et ça va se confirmer dans les jours qui viennent pour une bonne partie du pays. L'anticyclone des Açores va remonter peu à peu vers les îles britanniques. Le temps sera plus sec, plus ensoleillé la semaine prochaine, de plus en plus réchauffé également dans le sud du pays à partir de mardi. D'ici là, ça reste automnal en remontant vers le nord avec cette goutte froide qui nous apporte cette humidité, ces averses, parfois orageuses le long des frontières du nord principalement pour l'instant. Des averses qui circulent notamment en Lorraine, en direction de l'Alsace. On va retrouver cette humidité résiduelle ce samedi des reliefs de l'Est en descendant vers les Pyrénées avec souvent un ciel chargé, nettement mieux dégagé en Méditerranée grâce au vent qui va encore accélérer dans l'après-midi. Le risque d'incendie sera élevé du Var jusqu'au département de l'Aude cette fois-ci pour ce début de week-end. Vous voyez que les éclaircies reprendront l'avantage dans l'après-midi. L'instabilité orageuse va se concentrer sur le Jura, les Vosges, en remontant vers les Ardennes en seconde partie de journée. Le matin, comptez de 11 à 22 degrés du nord au sud. Dans l'après-midi, alors ce sera très contrasté, assez frais au nord, souvent sous les moyennes, 21 à Lille ou à Reims, 23 à Paris. Ce sera plus doux, voire même plus chaud en allant vers le sud, 27 à Bordeaux et jusqu'à 31 degrés de Perpignan. Jusqu'à Montpellier, voyons un peu plus loin rapidement. Alors ça va rester mitigé au nord, au moins jusqu'à lundi.
Ça va se dégager beaucoup plus nettement par le sud à partir de la journée de mardi. Et on va renouer avec les fortes chaleurs dans le sud du pays. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec Imaprotect, alarme et télésurveillance. 15h30, à la une de l'après-midi info aujourd'hui, ce nombre de plaintes qui ne cesse d'augmenter désormais contre l'employé de maternelle d'une école de l'Hérault. Ce sont désormais une quinzaine d'enfants qui seraient susceptibles d'avoir été abusés sexuellement. Mise en examen et placée en détention provisoire, la suspecte nie les faits et elle dénonce un complot de la mairie. Votre eau est-elle contaminée par les polluants éternels? Le gouvernement vient de publier une carte de France des analyses de PFAS, un geste inédit, se félicite le ministère de la Transition écologique. Dans le Haut-Rhin, 400 personnes déposent une plainte collective contre l'agglomération de Saint-Louis pour des taux bien supérieurs à la norme. Vladimir Poutine veut une paix durable. Oui, mais dans quelles conditions? Le président russe sort de son silence après la réduction à 10 jours de l'ultimatum lancé par Donald Trump et de sa menace de nouvelles sanctions. Malgré tout, 31 personnes sont mortes cette nuit après des frappes russes sur Kiev. Volodymyr Zelensky souhaite, lui, une rencontre avec Poutine. L'accueil de Gazaouis en France est gelé. Le temps de l'enquête sur les propos antisémites proférés par une étudiante gazaoui de Sciences Po Lille. Elle est accusée d'apologie du terrorisme. Elle a été désinscrite de l'établissement. Cette situation met-elle en danger les réfugiés qui fuient la guerre au Proche-Orient? On en parle avec nos spécialistes dans un instant. C'est donc l'information de cette journée. Ce ne sont plus 9, mais désormais une quinzaine d'enfants qui seraient susceptibles d'avoir été abusés sexuellement par cet employé d'une école maternelle dans une classe de petite section de l'école de Vic-la-Gardiole dans l'Hérault qui compte 29 élèves. Alors l'employé a été mise en examen pour viol et agression sur mineur de 15 ans. Elle a également été placée en détention provisoire après 2 gardes à vue courant juillet. Elle nie toute implication et dénonce, je cite, un complot de la mairie qui serait organisé contre elle. Fanny Regnault. C'est au total une quinzaine d'enfants qui seraient susceptibles d'avoir été abusés sexuellement par une employée de cette école maternelle de Vic-la-Gardiole dans l'Hérault. À ce stade, la femme, âgée de 59 ans, qui occupait les fonctions d'agent territorial, est mise en examen pour viol aggravé et agression sexuelle aggravée sur 9 enfants âgés de 3 à 4 ans. Mais 6 enfants supplémentaires ont été repérés par les gendarmes et vont être auditionnés. Le procureur de la République de Montpellier évoque des actes de pénétration digitale et de masturbation. Les habitants de la commune sont sidérés. C'est affreux. Je trouve que c'est inimaginable qu'on puisse faire ça à des enfants. Ça, je ne comprends pas. Vraiment, ça nous a choqués, énormément choqués. Nous, on est très, très vigilants, mais bon, après, il peut tout arriver. Hein. Des gens à qui on peut faire confiance et qui, malheureusement, peuvent trahir la confiance des gens. Hein. C'est ça qui est terrible. Les faits se seraient produits entre le 1er octobre 2024, date d'arrivée de l'employé dans l'école, et le 2 juillet 2025. Une enquête a été ouverte après un dépôt de plainte par la famille de 2 enfants. L'employé d'école maternelle a été mis en examen et placé en détention provisoire. On prend la direction de Vic-la-Gardiole, cette commune d'à peine plus de 3000 habitants où on vous retrouve, Célia Vallée pour BFM TV. Depuis hier, c'est la sidération dans ce village. Le choc est encore plus important depuis ces dernières révélations. Oui, absolument. Pour vous situer un petit peu, c'est une commune résidentielle. Ici, on a une vingtaine de kilomètres de Montpellier, une commune qui est très tranquille, située au milieu des étangs palavasiens. Vous l'avez dit, 3500 habitants, mais beaucoup plus d'habitants en saison estivale parce qu'ici, il y a beaucoup de locations saisonnières. Ici, il est difficile de discuter avec les parents d'élèves, d'abord parce qu'ils sont sous le choc, mais aussi parce qu'ils sont très sollicités par les journalistes et donc le dialogue est très tendu. Du côté de la mairie, il est également difficile d'avoir une communication. Madame la maire ne souhaite pas s'exprimer. On le rappelle, cette ATSEM, elle était employée par la mairie et la mairie qui a joué un rôle majeur dans cette enquête puisque un mail de parents d'élèves a été envoyé à la mairie et a permis l'ouverture d'une enquête après 2 plaintes de 2 familles, de 2 parents d'élèves. Du côté des habitants, les habitants ici sont bouleversés. On discutait tout à l'heure avec un homme qui en avait les frissons lorsqu'on abordait le sujet. Des habitants qui apprennent cette affaire dans la presse et une affaire qui perturbe la tranquillité de ce village et ces habitants qui ont de nombreuses pensées pour les enfants et du soutien pour les parents. Merci beaucoup Célia Vallée depuis Vic-la-Gardiole sur les images de
Mathieu Lepeignet. Au robinet, en surface ou en souterraine, à quel point l'eau, notre eau, est-elle contaminée par les PFAS? Vous savez, ces polluants éternels. Pour le savoir, le ministère de la Transition écologique, vous le voyez, elle vient de publier une carte interactive qui recense plus de 2 millions de sites d'analyse de rejet de ces fameux polluants éternels qui sont dangereux pour la santé. Et au même moment, dans le Haut-Rhin, un avocat annonce qu'il déposera lundi une plainte collective portée par quelques 400 clients des habitants de l'agglomération de Saint-Louis qui dénoncent la contamination de leur eau du robinet connue depuis 2023 déjà et 3 à 4 fois plus élevée que les taux autorisés. Reportage de Coralie Henel, Nicolas Tessia avec Bettina de Guglielmo. C'est une nouvelle habitude que Frédéric a dû prendre, acheter des packs d'eau pour boire, pour son café, pour ses animaux. Hors de question pour lui de consommer à nouveau l'eau du robinet. On a appris ça par ma mère, tout simplement qui lit le journal. Nous, on n'était même pas au courant, on la buvait depuis un moment et on n'a eu aucun message. Du coup, ça nous fait acheter des packs, ça fait à peu près 8 à 10 packs par mois quasiment. Je trouve ça assez grave quand même de ne pas prévenir les gens, de laisser les gens boire pendant plusieurs années. L'inquiétude est grande pour les 60 000 personnes touchées. 11 communes du Haut-Rhin sont concernées. Un collectif de 400 personnes déposera plainte contre X ce lundi. Il dénonce la présence de polluants éternels, les PFAS, dans l'eau du robinet, à un seuil largement supérieur à celui autorisé. La population est informée depuis avril, mais cette non-conformité serait connue par les autorités compétentes depuis plus de 2 ans. Les analyses existent depuis le mois d'avril 2023, au moins. Ce polluant était connu des opérateurs, ils l'ont laissé filer dans l'eau sans même informer la population par rapport au risque qu'elle prenait. C'est un empoisonnement. Cette eau est insalubre puisqu'elle dépasse de 3 à 4 fois le seuil autorisé. C'est-à-dire nous sommes, et de loin, champions de France, mais on aurait bien voulu se passer de ce titre. Le collectif réclame également le remboursement des factures de fourniture d'eau. 15h35 sur BFM TV. On en vient à présent à cette étudiante gazaoui de Sciences Po Lille accusée d'antisémitisme et d'apologie du terrorisme en France. À l'université où elle devait bénéficier d'une bourse l'a désinscrite. On en parle avec vous, Mathieu Coache, journaliste du service politique de BFM TV. Où peut aller cette jeune fille maintenant? Alors, pas à Gaza, pour une raison simple. Il y a un principe de droit international qui s'appelle le principe de non-refoulement. On ne peut pas renvoyer une personne dans un pays où elle risque sa vie, la torture ou les mauvais traitements. En l'occurrence, un pays en guerre, une guerre que condamne fermement la France. Donc on la renvoie où? Ce que l'on comprend en coulisses, c'est qu'il y a des négociations avec des pays tiers qui sont en cours. On ne connaît pas encore le nom de ces pays. On va écouter le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui ce matin a annoncé que suite à cette enquête, eh bien, il a annoncé le gel de l'accueil des réfugiés gazaouis en France le temps de cette enquête. Et avec le ministère de l'Intérieur, nous avons diligenté une enquête interne pour faire toute la lumière sur cette affaire. Vous pensez que vous aurez des résultats quand pour savoir qu'est-ce qui a péché ou qui peut-être? Au plus vite. Et en attendant, aucune opération de ce type, aucune évacuation d'aucune sorte ne se tiendra tant que nous n'aurons pas tiré les conséquences de cette enquête. De quelle enquête parle Jean-Noël Barrot? En fait, il parle de 3 enquêtes. La première, elle est interne au ministère des Affaires étrangères pour savoir comment cette étudiante a échappé à ce qu'on appelle le criblage, c'est-à-dire une enquête pour contrôler un peu toutes les facettes d'un individu avant de lui donner un visa. Justement, Jean-Noël Barrot pointe aussi la responsabilité des services israéliens. C'est intéressant parce que ce sont eux qui contrôlent les entrées et les sorties du territoire. Ce sont les seuls à le faire et ils ont laissé cette étudiante sortir de Gaza. Deuxième enquête administrative qui concerne cette fois le Quai d'Orsay et le ministère de l'Intérieur parce que les visas, ils sont donnés par le ministère de l'Intérieur. Alors Bruno Retailleau a essayé de s'écarter le plus possible de cette affaire, mais une enquête va bien avoir lieu, enquête administrative. Et puis la troisième, c'est la justice, celle du parquet. Une enquête a été ouverte pour apologie du terrorisme, apologie de crimes contre l'humanité avec utilisation de services en ligne. Elle permettra, cette enquête, de dire notamment si cette étudiante est bien l'auteur des tweets, parce que là aussi, ça n'a pas été fermement déterminé. Merci beaucoup, Mathieu. À présent, dans l'actualité internationale, on vous parle évidemment de ces frappes russes à Kiev qui ont coûté la vie à 31 civils, dont 5 enfants la nuit dernière. L'une des pires attaques de ce type contre la capitale en plus de 3 ans de guerre. Vladimir Poutine sort du silence ce midi. Il déclare aujourd'hui vouloir une paix durable. Pour autant, selon ces conditions, à savoir notamment la reddition de 5 régions ukrainiennes. Didier Revoin, vous retrouvez notre correspondant à BFM TV à Moscou avec cette question. Comment comprendre la déclaration de Vladimir Poutine ?
Bien, c'est assez simple, c'est que Vladimir Poutine reste sur ses positions. Il veut toujours, évidemment, il est fou pour la paix, bien évidemment, et les conditions, il les a énoncées l'été dernier. Pour avoir une cessation immédiate des hostilités, il faut un retrait complet de toutes les troupes ukrainiennes qui se trouvent dans les 4 régions annexées par la Russie, et puis il faut que l'Ukraine renonce à entrer dans l'OTAN. Et on est bien là au cœur du problème, c'est que autant Volodymyr Zelensky que Donald Trump plaident pour un cessez-le-feu immédiat, un arrêt des combats, pour ensuite négocier, alors que Vladimir Poutine reste dans la même position qui est à savoir déterminer les conditions d'une paix durable avant de mettre fin au combat. Et donc, dans ces conditions, le président russe réitère sa disposition à négocier. Il se félicite même du processus de négociation en cours avec Kiev, qui passe par des négociations régulières en Turquie. Il estime que ce processus est positif. Il est même satisfait des résultats obtenus dans le domaine humanitaire et qui se traduit principalement par des échanges de prisonniers des 2 côtés et de corps de soldats décédés. Maintenant, on sait que Donald Trump lui a donné un ultimatum qui court jusqu'à vendredi prochain. La question est dans quelle mesure est-ce que Russes et Ukrainiens parviendront à se rapprocher de leur position. Pour l'instant, Vladimir Poutine joue un rôle maximaliste, en fait, pose des revendications maximalistes, et on verra dans quelle mesure est-ce que les Ukrainiens ou les Russes peuvent infléchir ces positions, sachant que Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, est attendu à Moscou dans les jours qui viennent, ce qui veut dire que les négociations sont en cours pour un résultat dont on ne sait pas s'il parviendra à mettre un terme aux hostilités d'ici la fin de la semaine prochaine. Jean-Didier Revoin depuis Moscou pour BFM TV. Dans la foulée, Volodymyr Zelensky a réagi sur X. Il assure qu'il a entendu les déclarations de Vladimir Poutine. Si elles témoignent d'une réelle volonté de mettre fin à la guerre, dit-il, dans la dignité et d'instaurer une paix durable et non d'une simple tentative de gagner du temps pour la guerre ou de retarder les sanctions, alors l'Ukraine réaffirme une fois de plus sa disponibilité à se réunir à tout moment au niveau des dirigeants. 15h40, aux États-Unis à présent, Donald Trump a signé cette nuit son décret qui liste les différents taux de droits de douane imposés aux exportations étrangères vers son pays. Le président américain qui a tout de même accordé une rallonge de 7 jours avant leur application, donc jeudi. Oui, mais avec des taux situés entre 10 et 40%, dont 15% pour l'Union européenne. Tous les marchés ne sont pas logés à la même enseigne. Certains espèrent toujours pouvoir renégocier quelques accords. Stéphanie Zenati. Il a finalement décidé de modifier un peu le calendrier pour permettre aux douanes de s'organiser. Mais sur les tarifs annoncés, Donald Trump est resté inflexible. Dans ce décret signé la nuit dernière à la Maison-Blanche, le président confirme qu'à partir du 7 août prochain, les États-Unis imposeront des surtaxes douanières à leurs partenaires commerciaux, entre 10 et 40% selon les pays. Une nécessité, estime le président américain, et un moyen de rendre aux États-Unis toute leur grandeur. Vous savez, nous faisons entrer littéralement des milliards de dollars dans le pays. Cela rend notre pays très riche et à nouveau respecté. Il y a un an, nous étions un pays mort. Aujourd'hui, nous sommes le pays le plus en vogue du monde. Un pays qui bouleverse l'ordre économique mondial en imposant des barrières commerciales particulièrement prohibitives, en Suisse, au Canada ou encore en Afrique du Sud avec un taux à 30%. En revanche, les marchés asiatiques, eux, qui s'attendaient à pire, sont soulagés. Nous pensons que ce décret contribuera à réduire l'incertitude qui entoure la politique commerciale américaine et ça atténuera le risque que ça ait un impact négatif sur l'économie japonaise. Ce taux de 19% nous permet de maintenir les usines restantes au Cambodge et nous avons la possibilité de les agrandir et d'attirer plus d'investisseurs. Mais certains refusent d'en rester là et espèrent encore arriver à négocier avec Donald Trump. C'est le cas de Taïwan, soumis à ce stade à 20% de taxes. Pour l'heure, un pays échappe à cette hausse douanière. Le Mexique, aujourd'hui taxé à 25%. Donald Trump a annoncé hier avoir prolongé de 90 jours les droits de douane, actuellement imposés. Et on prend la direction de Washington aux États-Unis pour vous retrouver, Antoine Lard. Est-ce que ce délai d'une semaine supplémentaire accordé par Donald Trump peut changer la donne dans l'accord qui a été conclu, oralement en tout cas, entre Ursula von der Leyen et Donald Trump dimanche ?
Non, pas du tout, parce que ce délai d'une semaine, en fait, c'est un délai technique pour laisser aux douanes le temps de s'organiser et d'appliquer les nouvelles taxes. En fait, il faut bien voir que Donald Trump est déterminé à aller jusqu'au bout. Cette fois, il ne reculera pas. C'est le message que fait passer en tout cas la Maison-Blanche. Vous l'avez entendu, Trump dit que les taxes douanières vont rendre l'Amérique plus riche et plus respectée que jamais. Il faut bien voir que pour lui, cette politique douanière, elle a un double objectif. D'abord, les taxes douanières, c'est une arme économique. Ça va faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État américain. Ça a d'ailleurs déjà commencé. Depuis que Trump a commencé à augmenter les droits de douane, on a quasiment 90 milliards de dollars de rentrées fiscales. C'est des niveaux records et ça va encore s'accélérer avec ces nouvelles taxes. Et ça, c'est très important pour Donald Trump. Il a besoin de cet argent pour financer les baisses d'impôts qu'il a promises aux Américains pendant la campagne. Et puis, les droits de douane, c'est aussi une arme politique, géopolitique, pour faire pression sur certains pays, sur tout un tas de sujets. Par exemple, il n'apprécie pas du tout de voir que la justice brésilienne a lancé des poursuites contre Jair Bolsonaro, l'ancien président brésilien, qui est aussi un ami de Donald Trump. Conséquence, 50% de droits de douane sur le Brésil. Même chose pour le Canada, à qui il reproche, entre autres choses, de vouloir reconnaître un État palestinien. Le Canada qui écope de 35%. Donald Trump, vous vous souvenez, au printemps dernier, lorsqu'il avait annoncé ses premiers droits de douane, avait par la suite temporisé parce que les marchés s'étaient effondrés. Cette fois, globalement, les marchés tiennent le coup et donc Donald Trump se sent encouragé à continuer dans cette voie. Alors, le président américain se dit toujours ouvert à la discussion, des négociations sont toujours possibles, mais c'est des discussions aux conditions de Donald Trump, avec un président américain en position de force qui met littéralement le pistolet sur la tempe de ses interlocuteurs pour obtenir en échange un maximum de compensation. Antoine Lard depuis Washington pour BFM TV, merci beaucoup. On continue d'en parler avec vous. Jean-Luc Demarty, vous êtes ancien directeur général du commerce extérieur de la Commission européenne. Vous qui avez travaillé pour la Commission européenne, selon vous, est-ce que l'on peut encore négocier quelques points avec Donald Trump? Est-ce qu'il y a encore moyen d'aller chercher sur quelques secteurs clés, notamment le vin, notamment les spiritueux, un meilleur accord? Il y a probablement quelques possibilités d'amélioration à la marge sur les spiritueux et le vin, davantage probablement sur les spiritueux que le vin, puisque normalement les spiritueux devaient être exonérés de droits tels que la négociation avait été opérée au niveau, disons, technopolitique avant la réunion de Turnberry dimanche dernier. Comment il va falloir s'y prendre justement pour pouvoir arriver à une telle renégociation? Est-ce qu'il faut que Emmanuel Macron monte en première ligne? Non, je pense que c'est bon, il faut continuer à faire pression. Je sais très bien, par exemple, que Bernard Arnault avait beaucoup poussé en ce sens, d'une manière qui n'a pas toujours été, à mon avis, très utile, parce qu'il était en faveur d'un accord déséquilibré, qui, par définition, auquel on est arrivé. Mais bon, il y a sûrement encore des possibilités d'action, de façon d'ailleurs à obtenir au moins les spiritueux qui avaient été promis. Lesquels? Quelle marge de manœuvre? Les marges de manœuvre, c'est de continuer la discussion avec les autorités américaines pour qu'ils délivrent ce qui avait été convenu dans la négociation au niveau technique. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas raconter davantage sur le sujet. Jean-Luc Demarty, est-ce que la Commission européenne n'a pas été assez ferme avec Donald Trump pour imposer ces conditions? On a l'impression qu'on a encore une fois été roulé dans la farine. Alors tout d'abord, il faut rappeler que la Commission européenne a développer la stratégie qui avait été décidée par les États membres, y compris la France, contrairement à une légende que voudrait maintenant, à laquelle nous voudraient nous faire croire les autorités françaises. Et cette d'ailleurs stratégie que personnellement je réprouve consistait à refuser de prendre des mesures de rétorsion. Et je pense que ça a été une erreur fondamentale de stratégie. À partir du moment où on rentrait dans une négociation sur les bases de Donald Trump, effectivement, on était en position de faiblesse. Et le résultat était écrit d'avance que ce serait un accord déséquilibré. J'observe simplement que parmi tous les accords qui ont été passés parmi tous les pays développés, et les pays en voie de développement d'ailleurs, c'est l'accord le moins défavorable qui a été conclu, y compris, contrairement à certains faits inexacts, certaines analyses inexactes qui ont été faites, y compris par rapport au Royaume-Uni, puisque les 15% de l'Union européenne en réalité contiennent les droits de douane applicables aujourd'hui, enfin avant les tarifs de Donald Trump qui s'élevaient à 4,8% en moyenne. Ça veut dire que les 15% de l'Union européenne valent en réalité 10%. Ils ne s'ajoutent pas
aux droits existants, tandis que pour tous les autres, les droits qui leur sont applicables, y compris les 10% britanniques, s'appliquent aux droits existants. Jean-Luc Demarty, est-ce qu'on peut dire qu'avec ces accords traités entre les États-Unis et plusieurs types de pays, et il y en a beaucoup, c'est même pas encore terminé, Donald Trump a un peu rebattu les cartes de la façon de traiter ces échanges commerciaux mondiaux? Tout à fait. Je veux dire, c'est clair que Donald Trump a rebattu d'une manière unilatérale et au mépris de tous les engagements pris par les États-Unis, les règles du commerce international. Je veux dire, et ça, effectivement, ça heurte les intérêts fondamentaux de l'Union européenne et d'ailleurs de beaucoup d'autres. Et géopolitiquement, c'est un désastre puisque l'Union européenne apparaît comme affaiblie, comme cédant à l'extorsion et à la coercition de Donald Trump. Donc pour son image, aussi bien extérieure qu'intérieure, c'est très très mauvais. Mais c'était le choix des États membres, pas de la Commission européenne, même si la Commission européenne a mis en œuvre cette stratégie. Merci beaucoup Jean-Luc Demarty pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes ancien directeur des échanges commerciaux de la Commission européenne. On en vient maintenant à la route puisque c'est un nouveau week-end de chassés-croisés en France. Vous allez le voir, cela va être très compliqué de circuler sur les autoroutes françaises ce week-end. Aujourd'hui c'est rouge dans le nord-ouest, également dans Rhône-Alpes. Ce sera même noir demain dans le sens des départs. Au niveau national, ce sera également rouge dans le sens des retours dans le quart sud-est. Et sur ces routes bien chargées, les trajets peuvent vite paraître très longs pour les plus petits. Alors voici quelques idées pour faire passer leur temps de manière la plus agréable possible, si possible sans écran. Marion Rossel, Corentin Angusto avec Eléa Morel. Passer le temps en voiture, chaque parent a sa méthode. Alors les enfants vont écouter des histoires, surtout des podcasts ou sur la boîte à comptines. Il a des livres, après il a des jeux coloriage. En voiture, c'est plutôt des jeux de cartes faciles à jouer comme le Uno ou le jeu de 7 familles. Les jeux de cartes, justement, se multiplient dans ce magasin. Ici, de nombreux jeux de plateau sont proposés dans leur version minimaliste. Voilà, ici par exemple, vous avez le jeu de salon classique et puis on a sa version jeu de voyage. Et à l'approche des vacances, ils font partie des meilleures ventes de l'enseigne. Le jeu de voyage qui fonctionne très très bien, c'est le Skyjo Voyage. Ce sont des jeux de petit format avec des cartes qui se jouent à tous les âges. C'est des parties courtes. Et lorsque la partie est terminée, les écrans ne sont pas forcément une mauvaise idée, à quelques conditions. Si finalement le film, il est valable pour les enfants dans la fratrie, que c'est pas chacun avec son écouteur, que l'écran est à distance suffisante des yeux et que ça permet d'avoir des discussions en famille dans un second temps, ça ne posera pas de problème. Le mieux reste de faire une pause au maximum toutes les 2 heures pour dégourdir les jambes des petits comme des grands. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. C'est les vacances, vous l'avez pas, vous le savez sans doute si vous partez, si vous prenez la route. Vous cherchez peut-être des activités qui déménagent pour vos vacances, c'est bien. On en a une qui a testé d'ailleurs Alizé Boissin, c'est le rafting. Elle a testé ça à Landry en Savoie pour BFM TV. Je suis un guerrier. Ici, se jeter à l'eau, ça se prépare. Avec une rivière à 8 degrés, l'équipage s'habille d'une combinaison, mais pas que. On va avoir la pagaie. La pagaie, ici, vous avez l'olive. L'olive, je viens mettre mon pouce en dessous, je referme la main par-dessus. On découvre la base de la navigation sur un raft de 70 kg, la coordination. Et en avant. Allez, en avant, en avant. Voilà, ok, stop. Au sol, ça paraît simple. Dans l'eau, c'est une autre histoire. Le pire est à venir, de près mes souvenirs. Maintenant qu'on s'est bien entraîné ici sur cette rivière, on va aller prendre des rapides. Face au cours d'eau capricieux, le moniteur mène la danse. Droite avant, gauche arrière. Et on tourne. Allez, encore. 20 km de rivière à descendre, en mode machine à laver. Entre les rapides, les rires fusent. L'appréhension laisse place à l'excitation. Sensationnel et c'est top quoi, c'est trop bien.
Même la pause dans les gorges est vivifiante. Après 2h30 d'activité, les apprentis navigateurs sont ravis. Tip top. Merci beaucoup. Bien joué. C'est vraiment une activité qui mêle adrénaline, drôlerie, sympathie, sensations un petit peu inattendues. Il y a un paysage magnifique et franchement, c'est ça à faire, quoi. Des vacances sportives inoubliables au milieu de paysages de montagne. C'était votre programme avec AssurePeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Restez bien avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur cette déclaration de Vladimir Poutine à la mi-journée. Je veux une paix durable en Ukraine, assure-t-il. Néanmoins, à ses conditions, c'est-à-dire qu'il veut toujours l'annexion et la reddition de 5 régions ukrainiennes. Volodymyr Zelensky a réagi tout à l'heure en disant qu'il était prêt à envoyer des négociateurs. À tout de suite. Sur la côte landaise, on guette le retour de l'anticyclone en ce moment. Il est au large. Pour l'instant, on surveille également les phylasies, ces fameuses méduses urticantes qui longent encore la côte aquitaine. C'est tout de même le retour des éclaircies et ça va se confirmer dans les jours qui viennent pour une bonne partie du pays. L'anticyclone des Açores va remonter peu à peu vers les îles britanniques. Le temps sera plus sec, plus ensoleillé la semaine prochaine, de plus en plus réchauffé également dans le sud du pays à partir de mardi. D'ici là, ça reste automnal en remontant vers le nord avec cette goutte froide qui nous apporte cette humidité, ces averses, parfois orageuses le long des frontières du nord principalement pour l'instant. Des averses qui circulent notamment en Lorraine, en direction de l'Alsace. On va retrouver cette humidité résiduelle ce samedi des reliefs de l'Est en descendant vers les Pyrénées avec souvent un ciel chargé, nettement mieux dégagé en Méditerranée grâce au vent qui va encore accélérer dans l'après-midi. Le risque d'incendie sera élevé du Var jusqu'au département de l'Aude cette fois-ci pour ce début de week-end. Vous voyez que les éclaircies reprendront l'avantage dans l'après-midi. L'instabilité orageuse va se concentrer sur le Jura, les Vosges, en remontant vers les Ardennes en seconde partie de journée. Le matin, comptez de 11 à 22 degrés du nord au sud. Dans l'après-midi, alors ce sera très contrasté, assez frais au nord, souvent sous les moyennes, 21 à Lille ou à Reims, 23 à Paris. Ce sera plus doux, voire même plus chaud en allant vers le sud, 27 à Bordeaux et jusqu'à 31 degrés de Perpignan. Jusqu'à Montpellier, voyons un peu plus loin rapidement. Alors ça va rester mitigé au nord au moins jusqu'à lundi. Ça va se dégager beaucoup plus nettement par le sud à partir de la journée de mardi. Et on va renouer avec les fortes chaleurs dans le sud du pays. La météo des plages avec ruducommerce.fr. High-tech, livres, jeux, bricolage, tous les produits de l'été sont sur ruducommerce.fr. Regardez la météo avec RentreDiscount.com. Yes! RentreDiscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. C'est la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection. Près des côtes de la Manche, les éclaircies sont éphémères. Ces jours-ci, elles devraient bien résister tout de même pour cette journée de samedi. Vous compterez une vingtaine de degrés dans l'air, jusqu'à 23 à Brest, une vingtaine de degrés dans l'eau également, à Fort-Mahon notamment. Température de l'eau plus élevée qu'en Méditerranée, parfois, près de l'océan maintenant. Les éclaircies seront assez généreuses tout au long de cette journée. Ça va se dégager plus nettement sur la côte basque, 24 degrés dans l'air, 23 degrés pour plonger. Et toujours ces méduses qui circulent sur la côte aquitaine. En Méditerranée, plein soleil. Beaucoup de vent à nouveau pour cette journée de samedi avec un risque d'incendie élevé. Ce vent a fait baisser la température de l'eau ces jours derniers. Pas plus de 19 degrés à Marseillan, 20 degrés à Cassis. Ça remonte très lentement sur ce secteur et ça reste doux de la Côte d'Azur à la Corse. 26 degrés pour plonger à Menton, jusqu'à 26 également à Porto Vecchio et 31 degrés sous les palmiers ce samedi. C'était la météo des plages avec ruducommerce.fr. High-tech, livres, jeux, bricolage, tous les produits de l'été sont sur ruducommerce.fr. C'était la météo avec RentreDiscount.com. Yes! RentreDiscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. C'était la météo avec Écran, une routine solaire exclusive qui protège votre peau avant et la répare après avec Viteox 80. Écran, bien plus qu'une protection. L'info ne prend pas de vacances. BFM TV non plus. Voici les toutes dernières images. Tout l'été, chaque jour, les invités, les événements. On est au cœur de l'action. Les reporters partout en France et dans le monde. Dans le New Jersey, notre envoyé spécial aux portes de Marseille, aux côtés des Français qui vivent cette canicule, se mobilisent pour vous informer en temps réel. Nos reporters sont à vos côtés en direct sur BFM TV.
BFM TV est à vos côtés tout l'été. BFM TV, première sur l'info. Avec les portes blindées Torchman Metal. Votre sécurité en toute sérénité. J'ai perdu 24 kilos avec Comme J'aime. Avec Comme J'aime, j'ai perdu 10 kilos. J'ai perdu 16 kilos avec Comme J'aime en 8 mois. Et j'ai perdu 15 kilos. Alors vous aussi, perdez vos kilos en trop en dégustant de délicieux repas Comme J'aime à partir de seulement 3,92 €. En plus, aucune prise de tête. Recevez votre colis Comme J'aime directement chez vous. À l'intérieur, tous vos repas pour le mois. 28 petits déjeuners, 28 déjeuners, 28 goûters et 28 dîners. Alors pour perdre du poids tout en mangeant de bons repas à partir de seulement 3,92 €, oui, 3,92 €, rendez-vous sur commej'aime.fr et surtout, n'oubliez pas le .fr. Grâce au nouveau détecteur extérieur Vérissure, la télésurveillance met les intrus en fuite avant même qu'ils ne pénètrent chez vous. Télésurveillance Vérissure. Vous êtes enregistré. Avec Vérissure Défense Active, le leader de la télésurveillance vous protège dès le jardin. Rendez-vous sur vérissure.fr. L'ortolan est un fromage tellement doux qu'il attendrit même les plus durs. L'ortolan, sa force, c'est sa douceur. BFM TV, il est quasiment 16h, c'est l'Impremafo. À la une de cet après-midi, cette déclaration de Vladimir Poutine. Je suis prêt à une paix durable, assure-t-il, mais sans changer ses conditions. Volodymyr Zelensky se dit, lui, disponible pour négocier. Pour autant, la Russie ne semble pas du tout inquiétée par l'ultimatum de Donald Trump. Selon nos confrères de l'AFP, Moscou a lancé près de 6300 drones le mois dernier sur l'Ukraine. Face à l'urgence absolue, la France a largué 40 tonnes d'aide humanitaire sur la bande de Gaza, annonce d'Emmanuel Macron ce midi. Le chef de l'État français qui demande à Israël d'ouvrir un plein accès humanitaire routier pour répondre au risque de famine. L'enquête progresse autour de cette assistante d'école maternelle incarcérée hier dans l'Hérault. Selon nos informations, une quinzaine d'enfants sont désormais susceptibles d'avoir été abusés. La suspecte de 59 ans nie les faits et dénonce un complot de la mairie. Nos dernières informations avec Boris Karlamov dans un instant. Et puis c'est le début d'un nouveau week-end de départ en vacances. C'est rouge aujourd'hui dans le sens des départs. Ce sera même noir demain et les Français cherchent par tous les moyens à limiter les frais, que ce soit sur l'autoroute ou en gare. On sera avec des vacanciers dans un instant. Vladimir Poutine souhaite donc une paix durable en Ukraine. C'est ce qu'il a annoncé en marge d'une rencontre tout à l'heure avec son allié biélorusse Alexandre Loukachenko. Mais pour autant, il assure que les conditions russes pour la paix restent inchangées. Il veut toujours l'annexion de 5 régions ukrainiennes. Je le répète une fois de plus, nous avons besoin d'une paix durable et pérenne. Il y a peu, nos ennemis et nos détracteurs parlaient encore de la nécessité de vaincre la Russie sur le champ de bataille. Aujourd'hui, ils n'ont plus qu'une seule obsession, stopper notre avancée en Ukraine à tout prix. Et en réponse, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répondu à Vladimir Poutine sur X. Nous avons entendu les déclarations de la Russie si elle témoigne d'une réelle volonté de mettre fin à la guerre dans la dignité et d'instaurer une paix durable. Alors l'Ukraine réaffirme une fois de plus cette disponibilité à se réunir à tout moment au niveau des dirigeants. On continue d'en parler avec vous, général Jérôme Pellistrandi, consultant défense de BFM TV. Vladimir Poutine qui dit « Je suis prêt à une paix durable en Ukraine », mais sans changer ses conditions. Oui, et ça c'est bien sûr depuis le début. En fait, ce qu'il veut, c'est la soumission de l'Ukraine, la capitulation de l'Ukraine avec notamment l'annexion de 5 régions. Donc c'est très compliqué de pouvoir discuter dans ces conditions-là. Alors, autre point qui est important, c'est que en fait, Volodymyr Zelensky lui répond « Mais moi, je suis prêt à discuter avec vous ». Dans l'esprit de Vladimir Poutine, il n'est prêt qu'à recevoir en quelque sorte la reddition de Volodymyr Zelensky. Donc, c'est compliqué. Ce qu'actuellement l'Ukraine ne veut pas. Bien entendu. Et si l'Ukraine acceptait ces conditions draconiennes, c'est-à-dire l'annexion de ces zones, la démilitarisation, la neutralisation, enfin comme ça, ce serait bien sûr une défaite majeure pour l'Ukraine, mais pas que pour l'Ukraine. Ça voudrait dire que c'est la loi du plus fort qui prévaut. Et à ce moment-là, eh bien, Vladimir Poutine sera conforté pour la suite. C'est-à-dire, il a des ambitions sur la Moldavie, il a des ambitions sur les États baltes. Donc, on est vraiment à un moment critique
d'autant plus qu'il y a ce fameux ultimatum de Donald Trump. Merci Général, vous restez avec nous. On retrouve Alexander Kerry. Bonjour, vous êtes à Kiev pour BFM TV. Donc pour la réaction de Volodymyr Zelensky au propos de Vladimir Poutine, nous avons entendu, dit-il, les déclarations de la Russie. Si elles témoignent d'une réelle volonté de mettre fin à la guerre dans la dignité et d'instaurer une paix durable et non d'une simple tentative de gagner du temps pour la guerre ou retarder les sanctions, alors l'Ukraine réaffirme une fois de plus sa disponibilité de se réunir à tout moment au niveau des dirigeants. Cette disponibilité, à quoi elle va pouvoir ressembler ? Alors c'est une demande que Volodymyr Zelensky a faite depuis longtemps, hein. D'ailleurs depuis bien avant les premières négociations entre la Russie et l'Ukraine, notamment à Istanbul, à savoir rencontrer Vladimir Poutine en face à face pour discuter. Jusqu'ici, ces négociations, eh bien, elles se déroulent, on va dire, au niveau technique, entre guillemets, à savoir que ce sont plutôt des officiels de rang un peu inférieur qui se rencontrent et généralement ces négociations n'aboutissent à rien, à savoir, ou alors seulement des échanges, ce qui est toujours important, hein, bien sûr, hein, mais des échanges de prisonniers et le rappel que l'Ukraine veut récupérer les enfants qui ont été déportés et kidnappés par la Russie. Mais généralement, en tout cas, le round de négociations d'avant, c'était très mal terminé puisque les Russes avaient même menacé l'Ukraine d'annexer encore plus de régions donc à la fin de ces négociations. Donc, beaucoup de provocations de la part des Russes. Aujourd'hui, ce que Zelensky espère, c'est qu'effectivement, cette discussion puisse avoir lieu. Alors ça contredit d'ailleurs un petit peu la politique de Zelensky de 2022, hein, où il expliquait qu'il n'était pas possible de négocier avec la Russie et surtout pas avec un criminel de guerre comme Vladimir Poutine. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il change un peu son discours. Et la question, ce serait où cette rencontre pourrait se dérouler, bien évidemment pas à Minsk, puisque Minsk, c'est là où se trouve l'allié de Poutine, potentiellement à Istanbul, mais à voir dans quelles conditions et surtout quelles seraient les négociations mises sur la table. Comme le général Pellistrandi l'a dit avant, évidemment, la Russie n'a pas changé ses conditions, elle veut toujours la capitulation de l'Ukraine. Merci beaucoup Alexander Kerry. Je rappelle que vous êtes notre correspondant à Kiev pour BFM TV. Général Jérôme Pellistrandi, ces déclarations interviennent alors que l'émissaire américain Steve Witkoff, eh bien, il va se rendre en Russie dans les prochains jours. Pourquoi faire ? En fait, pour discuter. Et vraisemblablement qu'il va rencontrer Vladimir Poutine. Alors aujourd'hui, Steve Witkoff, qui est donc l'envoyé spécial de Donald Trump, hein, je rappelle que c'est un spécialiste, c'est un avocat dans l'immobilier. Bon, il est à Gaza et donc il devrait aller à Moscou pour discuter. Alors, discuter de quoi ? Il y a ces menaces de sanctions américaines. Il reste 7 jours avant la fin de l'ultimatum lancé par Donald Trump. C'est pas le premier séjour de Steve Witkoff à Moscou. Donc, qu'est-ce qui va sortir de ces déclarations avec le risque, en quelque sorte, que Steve Witkoff aille dans le sens un petit peu de ce que Vladimir Poutine va lui dire, en quelque sorte. Et c'est ça ce qui est extrêmement inquiétant. Il faut être patient en tout état de cause. Il faut bien comprendre que Vladimir Poutine veut gagner du temps. Il est persuadé qu'il va gagner cette guerre. Et pour le moment, eh bien, les victimes, elles sont essentiellement du côté ukrainien. Une chose est sûre, hein, depuis le début de cette guerre, jamais la Russie n'avait lancé autant de drones d'attaque sur l'Ukraine que lors du mois de juillet qui s'est écoulé. C'est ce qu'assurent nos confrères de l'agence France-Presse. Plus de 6300 drones qui ont été recensés sur tout le sol ukrainien. Oui, la preuve que le Kremlin n'est pas du tout intimidé par l'ultimatum lancé par Donald Trump. Et d'ailleurs, sur le terrain, les combats n'ont pas cessé, bien au contraire. C'est d'ailleurs le 4e mois consécutif où l'armée russe reprend du terrain, selon nos confrères de l'AFP. Pierre Desmith. C'est sur le sol européen, en Écosse, et en compagnie de Keir Starmer, le Premier ministre britannique, que Donald Trump a fait part de son exaspération vis-à-vis du Kremlin. Mi-juillet, j'ai déjà donné 50 jours en voulant être généreux. Mais nous ne voyons aucun progrès. Je vais mettre un délai de 10 ou 12 jours à partir d'aujourd'hui. Ce vendredi, il ne reste plus que 7 jours avant l'expiration de l'ultimatum lancé par le président américain. Une semaine pour cesser les hostilités sur le front, comme dans la localité de Chassivyar, où les combats sont ininterrompus depuis près de 15 mois. Donald Trump devient de plus en plus réaliste. Il a compris que Poutine voulait continuer sa guerre et que maintenant, avec des centaines de drones et des dizaines de missiles, en effet, il bombardait les objectifs civils, notamment des villes, bien sûr, et la capitale, Kiev, que par conséquent, il voulait faire céder l'Ukraine. Mais alors, Volodymyr Zelensky manque-t-il de moyens pour gagner la guerre ? C'est en tout cas l'avis d'une partie des observateurs. Selon eux, les Occidentaux s'engagent trop faiblement dans la protection de la souveraineté ukrainienne.
pour mettre en œuvre une no-fly zone au-dessus de l'Ukraine, eh bien, il faut une volonté derrière, politique et militaire, de dire on va engager la vie de nos pilotes, peut-être, pour abattre des missiles ou des drones russes au-dessus de l'Ukraine. Mais pour l'instant, et depuis le début, même avec l'époque de Joe Biden, ça n'a pas été la politique et la stratégie qui a été prise. Les efforts diplomatiques entre les deux pays en guerre semblent aujourd'hui au point mort. D'après les dernières estimations des services occidentaux, 1 million de soldats russes seraient hors de combat, contre 400 000 du côté ukrainien. 16h07, on va maintenant sur le front du Proche-Orient avec ce chiffre, 40 tonnes. C'est le nombre de vivres humanitaires que la France vient de larguer. Vous voyez ces images au-dessus de la bande de Gaza, 4 survols qui ont été opérés par l'armée française aujourd'hui. Alors un seul avion a été utilisé pour cette opération selon le chef d'état-major des armées. Il a décollé depuis la Jordanie qui co-organise le pont humanitaire, une aide essentielle selon le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Dans la première quinzaine de juillet, ce sont pas moins de 5000 enfants de moins de 5 ans qui ont été admis pour soins en raison de malnutrition aiguë. C'est 63 enfants qui ont perdu la vie du fait de la malnutrition et de la famine à Gaza au mois de juillet. Il faut donc inonder la bande de Gaza d'eau, de nourriture, de médicaments. Il n'y a plus une minute à perdre. On en parle également avec le général Jérôme Pellestrandi, notamment en ce qui concerne la réaction d'Emmanuel Macron sur le réseau social X, qui assure que cette opération a été menée, je cite, face à l'urgence absolue de la situation à Gaza. Et il remercie d'ailleurs les partenaires étrangers de la France ainsi que les militaires français. Oui, alors l'appareil qui a été engagé, c'est un avion, donc un C-130J, qui appartient à l'escadrille franco-allemande d'Évreux. C'est un élément qui est important parce que les Allemands ont également participé, et à partir de la Jordanie coordonnant donc l'aide humanitaire. Alors il faut bien sûr être réaliste, ce ne sont pas ces 40 tonnes qui ont été larguées aujourd'hui qui vont résoudre le problème. D'ailleurs, Emmanuel Macron, dans son message, rappelle que l'urgence est de rouvrir des voies routières. On a un plein accès humanitaire face aux risques humanitaires. Néanmoins, c'est un signal. Alors, ce n'est pas le premier largage. Il y a eu d'autres pays qui l'ont fait cette semaine, dont la Grande-Bretagne et l'Espagne. Mais c'est aussi, ça oblige en fait Israël à céder à la pression médiatique, parce que derrière, eh bien, effectivement, il y a un état de famine organisé. Et donc cette aide, même si pour le moment elle reste vraiment au compte-gouttes, eh bien, elle participe à les pressions mises sur Israël pour que l'aide humanitaire arrive en quantité plus importante. C'est un type d'opération qui a déjà été organisé par l'armée française, en mars 2024 notamment. Ça peut aussi présenter des risques, notamment sur ces attroupements de populations civiles qui forcément veulent manger le plus rapidement possible, et c'est du chacun pour soi. C'est un peu le problème. Techniquement, aujourd'hui, on sait vraiment larguer de manière extrêmement précise ces charges. La seule chose, c'est que s'il n'y a pas de dispositif au sol, en quelque sorte, pour recevoir, contrôler puis distribuer, eh ben, le risque c'est que les premiers arrivés soient les premiers servis, et pas forcément ceux qui ont le plus besoin. Bon, on est dans cette période qui est extrêmement dramatique parce qu'effectivement il y a de vrais besoins humanitaires. Donc oui, il y a une part de risque au sol, mais face à l'urgence, il faut essayer toutes les solutions possibles. On va écouter Aymeric Elluin, chargé de plaidoyer armes et conflits chez Amnesty International France. Il était notre invité tout à l'heure et on est revenu sur cette première étape de largage, encore insuffisante pour lui. Je vais d'abord vous dire que oui, c'est une première étape, mais c'est complètement insuffisant en fait. Aujourd'hui, selon les Nations Unies, pour subvenir aux besoins vitaux essentiels de la population à Gaza, il faudrait approvisionner Gaza avec 62 000 tonnes d'aide alimentaire par mois. Donc on voit bien que les largages aériens aujourd'hui qui sont réalisés, s'ils sont une première étape parce que tout d'un coup Israël, sous la pression internationale, desserre les taux, il n'en reste pas moins insuffisant. Ces largages humanitaires ne remplaceront jamais un approvisionnement massif par voie terrestre d'aide humanitaire. Il faut absolument que Israël aujourd'hui lève le blocus illégal qui est imposé sur la bande de Gaza. En attendant justement cette levée de blocus, que faire? Comment aller au plus urgent pour aider cette population? Le plus urgent, ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que cette situation n'arrive pas du jour au lendemain.
Ça fait près de 22 mois aujourd'hui qu'on est confronté à un conflit où l'aide humanitaire, les biens de première nécessité sont bloqués aux frontières de Gaza. Avant que Israël ne rompe le cessez-le-feu unilatéralement en mars, il y avait 400 points de distribution alimentaire. Aujourd'hui, il y en a 4 points de distribution alimentaire qui sont militarisés par ailleurs. Ce matin, les Nations Unies ont indiqué que 1400 personnes environ étaient décédées en allant chercher cette aide alimentaire. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est maintenir une pression. Aujourd'hui, on voit le langage de la diplomatie française se renforce. Mais au-delà des constats posés par la diplomatie, qui sont tout à fait les bienvenus, notamment la dénonciation de cette aide humanitaire et militarisée mise en place par Israël, il faut maintenir une pression pour que Israël lève le blocus intégralement. C'est la seule solution. Le largage humanitaire pour subvenir aux besoins de 2 millions de personnes sur la bande de Gaza ne sera jamais suffisant pour remplir tous les objectifs alimentaires, de santé, de reconstruction. Aymeric Elouin, on aimerait également vous poser cette autre question avec cette situation à présent donc dans la bande de Gaza. Vous qui en prenez connaissance, quelle est-elle à l'heure actuelle ? Est-ce que vous pouvez répéter la question ? Pardon, j'ai pas entendu. Quelle est la situation humanitaire à l'heure où on se parle à Gaza ? Ah oui, pardon. Elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Aujourd'hui, à Gaza, on parle de famine. Il y a quelques jours, avec 100 autres ONG, nous avons alerté la communauté internationale en parlant de famine de masse. Les cas de malnutrition ne cessent d'exploser. Les cas de maladies liées à la malnutrition ne cessent également d'exploser. Des enfants sont morts de malnutrition. 16h13 sur BFM TV, on en vient à présent à ce chiffre qui ne cesse de gonfler. Ce ne sont plus 9 maintenant, mais une quinzaine d'enfants qui sont susceptibles d'avoir été abusés sexuellement dans l'Hérault. La suspecte est une ATSEM, une assistante spécialisée des écoles maternelles. On en parle avec vous, Boris Karlamov, journaliste police-justice BFM TV. Les faits se seraient produits dans les toilettes de l'école ou lors des moments de sieste. Oui, absolument, puisque cette ATSEM, elle avait donc la charge de s'occuper de ses enfants en petite section. Elle était en quelque sorte, on va dire, en appui de l'enseignante de cette classe, et donc des faits se seraient déroulés pendant les siestes ou encore quand ces enfants allaient aux toilettes. Aujourd'hui, nous apprenons bien qu'au moins une quinzaine d'enfants sont susceptibles d'avoir été abusés sexuellement. Pourquoi une quinzaine ? Puisque vous le savez, dans cette affaire, il y a malheureusement 9 enfants âgés de 3 à 4 ans pour qui il y a des suspicions de viol aggravé et d'agression sexuelle aggravée, et c'est pour cette raison-là que cette femme de 59 ans a été mise en examen et écrouée. Mais on apprend également aujourd'hui qu'il y a 6 enfants qui font l'objet actuellement d'expertise, d'audition de la part des services de gendarmerie, bien pour s'assurer qu'ils n'ont subi aucune agression sexuelle de la part de cette même femme. Il y a une première famille qui a déposé plainte, c'était le 2 juillet dernier. Une seconde famille a déposé à son tour plainte le lendemain, le 3 juillet. Donc à ce stade, les services de gendarmerie, le parquet de Montpellier comptabilisent 2 plaintes. Ce chiffre, il peut évoluer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, puisqu'il y a de nombreuses auditions qui sont en cours. Mais il y a une difficulté pour les gendarmes, c'est que ces familles-là sont en vacances et que parfois il est complètement difficile de les joindre. L'ATSEM, elle a été donc placée à 2 reprises en garde à vue. Merci beaucoup Boris Karlamov, et on précise que la suspecte nie les faits et qu'elle dénonce un complot de la mairie. Tout de suite, le trafic info. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Et ça va être très compliqué ce week-end sur nos routes, qu'elles soient départementales et surtout sur nos autoroutes. Regardez, Bison Futé voit du rouge dans le sens des départs aujourd'hui, dans le quart nord-ouest également, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sera orange dans le sens des retours dans le sud-est. Et puis demain, alors là, ça va être une des pires journées de l'été. Ce sera noir dans le sens des départs au niveau national et rouge dans le sens des retours au niveau du quart sud-est. Et qui dit départ en vacances, dit également dépenses. Et on va retrouver Damien Charton, bonjour, sur l'autoroute A7. Vous êtes au niveau de l'aire d'autoroute de Vienne-Reventin. On est dans l'Isère. Damien, les automobilistes qui ont chacun leur technique pour faire quelques économies, notamment en termes de carburant. Oui, parce que qui dit bouchon dit consommation. Alors là, vous le voyez, ça roule un petit peu mieux, mais tout à l'heure, il y a une demi-heure avec mon collègue Louis Léger, ça a bouchonné complètement à la sortie de ce péage sur l'autoroute du Soleil. Alors écoutez les conseils de Virginie, une automobiliste, pour économiser quelques 1 €, notamment ses conseils pour économiser sur le carburant. 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1 € 50 € 1
regarde le prix des différents trajets avec les péages, voir si c'est pour gagner 10 minutes et gagner 15 ou 20 euros de péage, et ben voilà, on va perdre 15 minutes, c'est pas grave. Et puis préparer les sandwichs en amont, voilà, passer à la boulange, préparer de bons sandwichs et des légumes, etc. pour pouvoir tenir la route, hein, tout à fait, éviter de passer au supermarché, enfin sur les aires, voilà, qui coûtent beaucoup d'argent. Et vérifier la voiture aussi, également en amont, et faire l'essence là où c'est le moins cher avant de partir. Voilà, donc bien étudier son trajet avant d'y aller. Quelle solution trouver? Alors là, sur l'A7, vous mettrez plus de temps que prévu, 3h20 au lieu d'1h35 pour faire Lyon-Sud-Orange, prévient Vinci Autoroute. Ça va un petit peu mieux dans le sens des retours. 20 minutes de plus sur le même trajet, nous dit-on. Coup Damien Chartrand depuis l'autoroute A7. Tout de suite, la chronique éco. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. La chronique éco. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. Votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. C'est un coup dur pour tous les épargnants français. Le taux du livret A baisse dès aujourd'hui. Il passe de 2,4 à seulement 1,7%. Et c'est notamment lié à l'inflation qui baisse forcément pour les 83% de Français qui bénéficient de ce livret A. On n'est pas très content, on cherche des alternatives. Reportage de Carla Plon était au toucher. Livret, épargne, pour David, tout ça est de moins en moins avantageux. Ça ne sert pas à grand chose en fait que de se dire qu'il y a une rémunération qui en fait malheureusement ne suit même pas le cours de la vie plus chère aujourd'hui. Et pour Jules, c'est de plus en plus difficile de ne pas s'y perdre. On n'est pas trop informé, combien on prend chaque année, est-ce que ça augmente, est-ce que ça stagne, on ne sait pas en fait. Alors, récapitulons. Le taux du livret A passe de 2,4 à 1,7%. Imaginons que vous y déposiez 7 000 €. Rapide calcul. Eh bien, on va gagner quasiment 50 € d'intérêt. Donc, c'est quand même une somme qui n'est pas négligeable. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un manque à gagner quand même par rapport au taux précédent qui va être évalué à peu près une vingtaine d'euros. Avec l'inflation, le gain réel est donc très faible, à peine 0,7%. Alors le livret A reste un matelas de sécurité pour un imprévu ou pour des vacances, mais pour quelques-uns, ce n'est pas assez. Je n'ai plus de livret A parce que pas assez de rendement. Alors vers quoi vous tournez si le livret A ne vous intéresse plus? Si votre revenu fiscal ne dépasse pas 22 823 €, vous pouvez ouvrir un livret d'épargne populaire. Même si son taux baisse aussi, il reste plus intéressant, mais un peu moins connu. Donc il y a environ 7 millions de personnes qui pourraient ouvrir un livret d'épargne populaire, qui ne font pas le geste de le faire, qui ne font pas la démarche, ou bien qui l'ont fait, qui ont dû le fermer, qui ne veulent pas le rouvrir. Pour des placements de long terme comme votre retraite, privilégiez plutôt une assurance vie en fonds en euros. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. C'était votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. Il faut sauver nos châteaux, notamment les châteaux de la Loire. Voici le cri du cœur lancé par Stéphane Bern aujourd'hui, l'animateur en charge de la mission patrimoine. Oui, on va l'entendre dans un instant, Stéphane Bern. Mais d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi les édifices de la vallée de la Loire sont en danger, pourquoi ils souffrent. On voit ça avec Agathe Albouy et les équipes de BFM TV. Sous ces aires de monuments parfaitement conservés, le château d'Azay-le-Rideau, ce joyau de la Renaissance, est en réalité en danger. Plusieurs fois déjà, ses fondations ont menacé de s'effondrer. En cause, la prolifération de ces algues invasives. La plupart des algues, c'est de la myrinophylle. C'est une algue qui est apparue il n'y a pas si longtemps que ça et qui a tendance à proliférer dès qu'il fait un peu chaud. À cause des conditions climatiques actuelles, les jardiniers du domaine interviennent dans le bassin toutes les semaines, contre une fois par mois d'ordinaire, et sont contraints de repenser les jardins. On est face à des défis liés à l'arrosage, à la sauvegarde de certaines variétés qui ne supportent plus les grosses chaleurs, qui ne sont pas faites pour cela. Autre bâtisse historique exposée aux conséquences du dérèglement climatique, le château de Chenonceau, où là non plus, les fondations immergées dans la rivière du Cher ne sont pas en bon état et commencent à s'affaisser. Le glissement que l'on a commencé à observer représentait un volume de pratiquement 9000 tonnes de matériaux qui risquaient de tomber sur les habitations en contrebas. Nous avons pu faire le rapprochement sans équivoque entre ces fortes pluviométries et le début du phénomène de glissement. Le coût d'une restauration complète du domaine privé de Chenonceau est estimé à 10 millions d'euros. Comme lui,
Tous les châteaux de la Loire, passages incontournables pour les touristes du monde entier, sont menacés par les effets du dérèglement climatique. Et pour l'animateur Stéphane Bern, c'est une grande partie du patrimoine français qui est en danger, notamment en raison du réchauffement et du changement climatique. Il était l'invité de BFM TV ce matin. Ce constat est assez inquiétant, il faut bien le dire. C'est-à-dire que notre patrimoine est partout menacé, non seulement par la folie des hommes qui détruisent, mais maintenant par l'érosion, par le dérèglement climatique. Vous montrez des images du château de Chenonceau, vous voyez que le Cher qui passe en dessous est en train de grignoter petit à petit la pierre. On a le même phénomène, si vous voulez, à Fort Boyard. Je crois que ça a été dit, raconté, les téléspectateurs de toute la France sont conscients maintenant de ce qui se passe avec l'érosion par l'eau. Évidemment, la pierre, les dérèglements, les changements climatiques sont en train de ronger les pierres. Donc c'est un véritable problème. Quant à Chambord, il y a à la fois si vous voulez, un problème de sécheresse. La forêt est tout à fait menacée. Et d'ailleurs, on est en train de travailler avec Pierre Dubreuil, le président, sur les solutions qui s'offrent à nous pour essayer de sauver l'aile François Ier. Ça serait une catastrophe. Ce sont, comme vous l'avez dit, ce sont des sites qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous les voyons dépérir petit à petit. Là, vous montrez le château d'Amboise aussi, avec le dérèglement climatique à ronger si vous voulez, le rempart. Et le rempart a commencé à tomber sur la ville. Enfin, il a fallu faire des travaux d'urgence, assez coûteux d'ailleurs. Je connais bien l'exemple d'Amboise pour être allé sur le chantier. On a trouvé des solutions. On est allé évidemment creuser dans la roche. On a mis des pylônes. On a essayé de trouver des solutions pour arrimer en quelque sorte le rempart à la roche primaire, faire en sorte qu'évidemment le rempart ne s'effondre plus sur les habitants dans la ville. Donc je crois que la solution a été trouvée. Et très heureusement, au mois de juin dernier, les habitants ont pu regagner leur maison. Pour Chambord, évidemment, on voit, on met si vous voulez, des sondages. On essaye de voir l'effet des dérèglements. Je pense qu'on peut trouver des solutions. Elles sont coûteuses, évidemment. C'est-à-dire que non seulement il faut restaurer le patrimoine, mais en plus, il va falloir trouver des fonds maintenant pour permettre à ce patrimoine de résister au changement climatique. Donc ça, il va falloir faire des efforts. Tout cela coûte cher, évidemment. 16h25, restez bien avec nous dans l'après-info. Dans un instant, nous viendrons sur cette macabre découverte dans le département des Côtes-d'Or, là où les corps de 2 hommes ont été découverts ce matin, criblés de balles dans une entreprise de bâtiments et travaux publics. C'était à Bressay-sur-Tille, près de Dijon. Le tireur présumé, lui, a été retrouvé mort par les gendarmes dans l'après-midi dans une commune voisine. Ses motivations, pour l'instant, sont toujours inconnues. Le suspect qui était traqué depuis ce matin par un énorme dispositif de gendarmes, 160 gendarmes, dont une quarantaine du GIGN. Nous vous détaillerons l'ensemble des informations dont nous disposons tout à l'heure avec notre service police-justice. Ce sera à suivre dans notre édition de 16h30 sur BFM TV dans l'après-info. À tout de suite.